Bienvenue dans le magazine politique avec nos invités pour commenter et analyser les soubresauts de l'actualité cette semaine. Avec sur la scène politique d'abord française, le procès de Marine Le Pen qui s'est ouvert lundi avec un changement de stratégie dans sa défense en amorçant un début de contrition. Le budget de la France toujours au point mort, deux choix pour le Premier ministre, ordonnance ou 49.3. Et puis, il y a quelques heures, Emmanuel Macron prononçait ses vœux aux forces armées. Il faut aller plus vite, plus fort, a-t-il dit. L'histoire ne pardonne ni l'impréparation ni la faiblesse. Hier, la France a décidé, comme d'autres pays européens, d'envoyer des soldats pour une mission d'exercice et de surveillance au Groenland. Et puis, bien sûr, nous parlerons de l'Iran et de la répression sanglante. Donald Trump, après des menaces d'intervention, semble avoir changé d'avis. Il croit, pour l'instant, à la promesse des mollahs de ne procéder à aucune condamnation à mort par pendaison des manifestants. Je vous présente nos invités sur ce plateau. Roland Quérol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, merci d'être avec nous. Valérie Lecable, éditorialiste au journal Point Info. Bonsoir Valérie. Tristan Banon, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste aux Échos Week-end et à Franc-Tireur. Et Stéphane Vernet, éditorialiste politique à Ouest France. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Donc le chef de l'État prononçait à la mi-journée ses vœux aux armées sur la base aérienne d'Istres dans le sud de la France. Des vœux, selon lui, de détermination et de volonté. L'histoire ne pardonne pas la faiblesse, a-t-il dit. Il demande des efforts pour être puissant. Il a également jugé nécessaire un budget supplémentaire de 36 milliards d'euros d'ici 2030 afin d'accélérer notre réarmement. On l'écoute. Notre effort de défense va continuer, ici, comme dans les autres garnisons de France. Oui, il va continuer parce que, comme je vous l'annonçais le 13 juillet dernier, l'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Alors Valérie, je m'adresse en premier à vous parce que vous avez travaillé pour à la communication de la défense et vous avez été porte-parole du ministère des Armées. Vous connaissez bien les sujets défense. Alors faire plus vite et plus fort, mais sans budget, ça va être difficile. Peut-on produire plus vite? Car le chef de l'État en a décidé ainsi et on a le sentiment qu'il dit ça depuis des années. C'est le sujet fondamental de l'agacement, peut dire, d'Emmanuel Macron de ne pas avoir été en mesure d'annoncer officiellement à Istres aujourd'hui les crédits supplémentaires alloués au budget de la défense en 2026 en raison du fait que le budget est bloqué et n'a toujours pas été voté. La réalité, c'est qu'il faut comprendre la solennité et l'importance de ces vœux aux armées. Vous êtes debout face au chef de l'État. Tous les militaires sont là, les plus hauts gradés. Aujourd'hui, ça n'a duré que 40 minutes. Ça a déjà duré 1h30. C'est assez long que vous êtes debout. Et c'est le moment, avec le 13 juillet, où on trace l'avenir. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'était un jour absolument fondamental. Pourquoi ? On a le temps de tracer l'avenir, là ? Alors, de façon unanime, Sébastien, le budget de la défense, c'est 50 milliards à peu près aujourd'hui. Sébastien Lecornu, il dit, à 100 milliards, on commence à être à l'aise pour avoir une vraie armée capable d'intervenir et de répondre aux enjeux du monde. Il faut 100 milliards. Le général de Villiers, qui a sorti son livre, dit, et ça fait longtemps qu'il le dit, parce que c'est pour ça qu'il est parti en 2017, parce qu'il trouvait que ça n'allait pas assez vite, il dit il faut 5 milliards par an pendant 5 ans, accéléré de 5. Et Emmanuel Macron dit 36 milliards en 6 ans. Donc, les chiffres ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a cette espèce de consensus qu'il faut accélérer. La France, quand Emmanuel Macron est arrivé, avait 2% de son PIB consacré à la défense. L'objectif fixé pour être une grande nation, puissance militaire internationale aujourd'hui, est de 5% du PIB. Du temps du général de Gaulle, pour avoir une comparaison, c'était 7%. Donc, ce sont des enjeux considérables, ce sont des enjeux de survie, de vie de la nation française et qui sont entravés aujourd'hui par les guerres picrocolines des députés, ce qui a donné
un ton un petit peu particulier parce que tant que les choses ne sont pas figées dans le marbre, on attend d'avoir les confirmations. Roland, pour être fort, il faut être craint. Alors d'abord, est-ce que Donald Trump peut avoir peur de la France et de l'Europe? Et effectivement, en écoutant Emmanuel Macron, on se dit qu'un pays qui n'a pas de budget, qui ne peut pas mettre en place ses industries ou faire des commandes, est-ce que on est un pays? Emmanuel Macron dit on est un pays crédible. Est-ce qu'on l'est aujourd'hui avec un budget en panne? C'est clair qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. On peut dire qu'il faudrait 36 milliards, c'est-à-dire 6 milliards par an pendant 6 ans. Où les trouver? C'est impossible. Donc, c'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. On fait comme si on jouait dans la cour des grands, des puissants, et on affirme des mots comme puissance, indépendance, etc. Nous n'avons pas les moyens de cette politique. C'est déclaratif. C'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, et on sait qu'en général, ça se termine pas très bien. Donc, je ne crois pas beaucoup à toutes ces fortes déclarations de principe. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est du vent, comme le dit Roland? C'est vrai qu'il est face à une impuissance aujourd'hui. Donc, factuellement, il faut qu'il dise quelque chose. Factuellement, c'est sans doute du vent. Après, dans l'état d'esprit que ça véhicule, c'est peut-être important aussi de faire comprendre au pays qu'on l'a beaucoup dit, mais il ne faut cesser de le redire, qu'on s'était habitué à la paix, à tort d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais été dans un monde en paix, mais on s'était habitué à cette espèce de mythologie-là, et que pour que dans le contexte actuel, on puisse espérer réussir à se faire entendre et à maintenir un semblant de paix, il va falloir être prêt à faire la guerre. Et je pense que ça, c'est en train petit à petit de pénétrer l'idée, les esprits, et que ça peut être nécessaire, peut-être, par ce genre de déclaration, de le redire, et malgré tout, de fixer un cap. Un cap, on n'y arrive pas toujours, mais on le fixe. On se dit que c'est un objectif, et que cet objectif, il montre dans quel sens on veut aller, et quelle est la façon dont on veut se construire pour les années à venir. Les symboles ont leur importance et ont leur intérêt. Alors Emmanuel Macron avait donné jusqu'à fin janvier à Sébastien Lecornu pour boucler, pour faire passer ce budget. Donc là, il est question soit d'un 49.3, un outil que n'a pas voulu utiliser depuis le début Sébastien Lecornu. Donc on parle soit d'ordonnance, soit de 49.3. Visiblement, il y a une accélération. Après les vœux d'Emmanuel Macron aux armées, effectivement, on se dit qu'il est urgent d'agir. Stéphane, est-ce que ça risque de se passer ce week-end? Écoutez, l'idée, c'était que ça se fasse cette semaine. De toute façon, on sera très vite fixé, parce que pour que la décision soit prise entre le 49.3 ou les ordonnances, de toute manière, il faut que ce soit décidé en Conseil des ministres. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait la tenue d'un Conseil des ministres exceptionnel. Si on a un demain, c'est qu'on aura une fumée blanche assez vite. Voilà, si c'est pas demain, ce sera dans les jours qui viennent. Je pense qu'en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté d'aller très vite. Après, juste une petite précision. Moi, je suis pas d'accord avec le côté faiblesse de la France et le fait de se battre la coulpe sur le. Voilà, je reste persuadé que l'armée française est une des meilleures armées du monde. Je veux dire, pendant des années, on a des soldats en fait qui ont été engagés sur des théâtres d'opération en Afrique, en Afghanistan. Ouais. Je vous rappelle que c'est une des seules armées du monde, en tout cas d'Occident, qui accepte de payer le prix du sang. C'est-à-dire qu'en Afghanistan, par exemple, les Américains, ils étaient installés dans les fortins en fait où ils sortaient en convoi surarmés, etc., pour se protéger. Et ceux qui étaient dans les villages et qui étaient au contact des populations, c'était les soldats français, en fait. Et on n'a pas du tout la même expérience. Et moi, je pense qu'on n'a pas à rougir de notre armée. On a du matériel d'extrêmement bonne qualité. Je suis désolé, mais les Rafales, ce sont d'excellents avions. On a du mal à vendre, mais là, on commence à les... Maintenant, on commence. On les vend partout. Oui. Et on disait avant, on avait du mal. Et on a un arsenal nucléaire et une autonomie nucléaire. Juste une chose, par exemple, les Anglais ont un gros problème, c'est qu'ils n'ont plus d'avions pour transporter leurs armes nucléaires. Nous, on en a en fait. On a un système de défense nucléaire qui est opérationnel. Nos voisins, d'autres voisins comme les Allemands, etc., ils ont des Pershing, ils ont des bases et ils ont des armes nucléaires, mais qui appartiennent aux Américains. Donc, ils n'ont pas la main dessus. Ça a tout son sens dans l'opposition et le conflit qui est en train de naître entre les anciens membres de l'OTAN avec les États-Unis. Et c'est pareil. Vous avez plein d'armées européennes dans nos voisins qui ont acheté des F-35, des avions américains.
Américains. Si on rentre en conflit avec les États-Unis, ils sont en capacité d'incapaciter ce matériel. Nous, tout notre matériel, on peut l'utiliser parce que c'est le nôtre. Donc je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'on est Mais c'est en pas ce qu'on situation disait au de faiblesse. demeurant. Et pour l'argent, c'est pas ce qu'on disait, hein. l'argent est le nerf de la guerre. Voilà. Mais la loi de programmation militaire qui a été négociée par Sébastien Lecornu, je vous le rappelle, c'est son bâton de maréchal, elle porte sur la période 2024 et 2030, 6 ans, et dans lequel, effectivement, il est prévu d'augmenter le budget des armées de 36 milliards d'euros sur cette période. Oui, C'est ce mais qu'a là, tant rappelé qu'il n'y a pas le de chef de l'État. budget, mais bon, ça va se faire. Pour l'instant, on n'a pas de budget, mais cette année, ce qui est prévu, c'est plus 6,7 milliards d'euros. Et en fait, à partir du moment où on aura un budget, moi, je suis persuadé que cet argent-là, il sera crédité au ministère des Armées. Et c'est là-dessus qu'il faut. Donc la vision positive de Stéphane. Non, et il a tout à fait raison. Et si on s'extrayait du reste du monde, vous auriez tout à fait raison. Et il faut reconnaître une chose à Emmanuel Macron, c'est que dès le début, quand il est arrivé, il a voulu réarmer la France. Il a toujours dit « je vais réarmer la France ». Il y a eu un différend avec le général de Villiers qui a considéré que ça n'allait pas assez vite, mais l'intention existait et était là. Mais il y a quand même quelque chose que vous n'avez pas mentionné et qui change la donne. Et c'est pour ça qu'il y a cette crainte et cette envie d'aller plus vite et plus fort. Et c'est arrivé en 2017, je m'en souviens, ça, je l'ai vécu en direct, c'est cette intention de Donald Trump d'arrêter de financer l'OTAN. Quand il s'est adressé, c'était son premier mandat, et dès 2017, ils ont été élus quasiment en même temps, tous les deux. Dès 2017, il a prévenu les Européens, écoutez, vous êtes biberonnés par l'OTAN depuis l'après-guerre, l'Amérique paye pour tout le monde, on en a marre, et ça va finir cette histoire. Et c'est là qu'a commencé cette notion d'autonomie stratégique de la France et de l'Europe, et c'est là où tout ce que vous avez dit est exact, mais les enjeux ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que on est la première armée, pas du monde, d'Europe, parce que l'armée américaine, vous avez dit du monde, d'Europe. Mais quand on n'a plus l'armée américaine pour vous soutenir, quand on est allé en Irak après le Bataclan et en Syrie, on est allé avec les Américains. On n'y est pas allé tout seul. Et le grand vertige aujourd'hui, c'est pas qu'on est mauvais, on est excellent. Mais on est tout seul. C'est ça la différence. On n'a plus ce parapluie américain. Et c'est là où les enjeux sont démultipliés, ne sont plus les mêmes. Les Allemands sont en train de se réarmer, les Polonais... Oui, mais ils partent de zéro, les Allemands. Ils ont des F-35, les Allemands. Ils ont des F-35. Ils mettent 100 milliards sur la table. Il y a une volonté. Il y a une volonté. C'est ce qu'on disait. Mais on part de loin. Une volonté tranquille. Il va falloir aller beaucoup plus vite. Et c'est vrai que le président de la République, notamment ce discours-là, il l'a tenu de manière très forte au moment de la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans déjà, il dit il faut réarmer, il faut aller beaucoup plus vite, etc. Mais il ne cesse de dire la même chose. Et force est de constater que ça ne va pas assez vite. Et non, mais le grand bouleversement, c'est Donald Trump. Voilà. Donc, ça me paraît clair que Macron n'a pas changé de cap. Il dit la même chose depuis les 9 ans qu'il est là. Le problème, c'est en effet nos moyens par rapport, quand Stéphane parle de la Pologne ou de l'Allemagne, les moyens mis en œuvre par ces 2 pays sont des moyens tout à fait exceptionnels par rapport à ce que nous pouvons mettre sur la table. Donc voilà, il est clair que si d'autonomie stratégique il doit s'agir, il s'agit d'autonomie stratégique de l'Europe. Et là, le problème, c'est que on ne sent pas les choses avancer suffisamment. Macron a essayé d'imprimer une volonté européenne, il a animé les institutions européennes, il a été la référence de la construction européenne pendant des années, mais la machine s'est un peu grippée. Et on sent qu'il y a toujours toutes les raisons de penser que ça devrait être autour de l'Europe, que s'articule désormais l'effort commun, mais il y a en ce moment une espèce d'atonie européenne que moi je regrette personnellement. Pas au niveau du changement du monde, mais qui n'est pas à la hauteur sur des plusieurs espérances sujets du reste, qu'elle pas que suscite sur dans le celui-ci. monde. Oui. Mais pourquoi ? Parce qu'on est 27 pays, en fait. Oui, complètement. C'est pour ça. C'est parce que mettre tout le monde d'accord est très compliqué. Et on n'est pas les seuls à avoir des gros problèmes de budget, en fait. On a quelques voisins aussi qui sont capables de boucler leur budget. Donc voilà, on a des problématiques. L'Italie ne suit pas. Alors, on a des problématiques partagées. On a du mal à s'unir, mais on a des problématiques Emmanuel partagées. Macron avait été très critiqué lors de la prise... la capture de Maduro au Venezuela, parce on avait compris qu'il ne voulait pas froisser les Américains à la veille de la conférence à l'Élysée sur l'Ukraine. Donc là, la France envoie des troupes au nombre de 15 personnes au Groenland. On pourrait dire c'est risible, etc. Mais
peut-être aller plus loin avec d'autres pays européens, mais évidemment, ce n'est pas pour se confronter, mais c'est peut-être pour dissuader Trump de montrer qu'il a tort de vouloir faire main basse sur le Groenland. Est-ce que ça, c'est un peu un simple planté de drapeau, mais est-ce que ça peut dissuader Donald Trump de faire main basse sur le Groenland? Je ne pense pas que Donald Trump va vraiment se soucier Oui. des hommes qu'on a envoyés au Groenland. Non, pas nous, mais bon, on voit qu'une Europe qui se dresse un petit peu, quand même, contre une éventuelle invasion du Groenland. Je ne suis pas convaincue que ça va jouer, mais je lis pas dans le mar de café. Je pense que Donald Trump a, malgré tout, des raisons objectives de vouloir faire main basse sur le Groenland. Il y en a plusieurs. On a beaucoup dit, il y a les terres rares, il y a l'enjeu stratégique de défense. D'ailleurs, ce n'est pas le premier à s'être posé toutes ces questions. On n'arrête pas de dire que Donald Trump est obsédé par le Groenland, mais ça date de bien avant lui, cette affaire-là. Je crois, il me semble que c'est Johnson qui avait fait une offre d'achat il y a bien longtemps déjà, et plusieurs présidents américains ont souvent expliqué l'intérêt stratégique qu'il y avait à cette île. Et il y a quelque chose qui va devenir vite urgent, c'est quand même la fonte des glaces qui va faire, j'en parlais il y a peu de temps avec un journaliste qui s'est beaucoup intéressé à ça, qui va être très importante, en l'occurrence Michael Prazan, et qui m'expliquait qu'avec la fonte des glaces, il va y avoir un nouveau canal maritime de circulation et que ça va tout changer, la façon dont on va faire commerce. Et même pour la recherche scientifique, parce qu'avec des nouvelles bactéries... Bien sûr, mais le commerce va devenir capital, parce que si on laisse la Chine ou la Russie faire main basse sur cette possibilité de commercer, on peut aussi entendre que Donald Trump ne veuille pas laisser faire. Donc c'est quand même pas si simple que ça, cette affaire. Ça n'est pas que la folie de Trump. Oui, parce qu'il dit si c'est pas nous, ce sera les Chinois. Beaucoup d'éléments entrent en jeu, puisque de toute façon, il y a des accords de défense, il y a des accords commerciaux, il y a beaucoup de choses entrent en jeu, mais ça reste un très très grand territoire qui fait 4 fois la France, avec finalement peu de personnes pour le défendre. Et il y a quelque chose qui va se jouer là. Roland. Oui, moi ça me paraît important qu'il y ait en effet une initiative européenne sur le Groenland. Parce que c'est pas seulement Macron, c'est la France avec l'Allemagne, le Danemark et la Suède. La Norvège, je crois, mais c'est 2 personnes. Mais déjà, la Norvège, c'est énorme pour 2 personnes. Et Norvège qui est en dehors de l'Union. Mais c'est important parce qu'il s'agit à un moment, peut-être pour les Européens, de savoir à un moment dire non à Trump. Le jeu mondial aujourd'hui, c'est celui de la force, c'est celui de la force trumpiste. Mon hypothèse, c'est que ça commence à bien faire dans la tête de beaucoup de gens. Ça se voit déjà en ce moment du côté de l'Iran, où on a les Saoudiens, les Koweïtiens, etc., qui disent « Attention, n'attaquez pas l'Iran », et Trump est forcé de s'arrêter. La Turquie. Ça se voit sur le Groenland, où il est bloqué par les initiatives européennes. Et je crois que c'est très important qu'il y ait aujourd'hui des initiatives qui fassent que Trump se dise « Ah, comment je fais ?» Vous pensez qu'il est bloqué par les initiatives européennes là ? Je pense qu'il est bloqué. Je pense qu'en ce moment, Trump mange son pain noir, que ça devient beaucoup plus compliqué pour lui de faire la loi du monde. Oui. Valérie, vous êtes d'accord avec ça ? Je suis un peu entre les deux, pour vous dire la vérité. C'est-à-dire Prenez pas beaucoup de risques. Non, si, je prends des risques. Je suis quelqu'un qui prend des risques. Non, mais... Je pense que c'est crucial, effectivement, qu'il y ait une réaction européenne. 2, je ne suis pas sûre que ça impressionne beaucoup Donald Trump. Pourquoi ? On parle d'une force d'évaluation. Ils vont aller évaluer le territoire du Groenland. Et ce sont des opérations qu'on fait souvent au sein de l'OTAN à plusieurs pays européens. Donc ça tombe bien que ce soit là en ce moment, mais c'est pas ça qui va bouleverser la face du monde. Ça, pour moi, c'est plus une opération d'influence, de communication. Oui, de dire, écoutez, faites pas n'importe quoi parce qu'on existe, on est là. Et que d'une minimum véritable mise syndical, en garde, c'est pas rien. ça veut pas dire qu'on va mourir demain pour le Groenland. Et d'ailleurs, ça serait un peu étrange peut-être de se dire que ça va arriver. Je n'en sais rien. Mais en fait... la détermination, moi je crains quand même que la détermination de Trump sur le Groenland soit vraiment importante. Je pense que sur l'Iran,
Vous avez raison, il ne peut rien faire. Il est complètement bloqué sur l'Iran. Il ne sait pas comment intervenir. Toute forme d'intervention est dangereuse. Le peuple ne veut pas de lui. Il n'est pas attendu. Et s'il intervenait, ça serait aux côtés d'Israël, ça serait encore pire. Donc je pense que sur l'Iran, il est bloqué, qu'il ne peut rien faire et qu'il a fait des rodomontades. Je crains que son plan sur le Danemark, comme ça a été dit, pour des raisons financières. C'est un businessman, hein, Donald Trump. La vérité, c'est que c'est un businessman. Que pour des raisons financières, il n'ait pas renoncé, loin de là, à son opération. Les Danois, vous savez ce qu'ils ont comme avion ? Des F-35. Est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser leurs avions F-35 contre les Américains ? Je veux dire, on est quand même dans une situation de dépendance. C'était notre allié, les États-Unis. Il faut bien comprendre ça. On se retrouve confronté à notre grand historique et principal. Oui, on ne va pas affronter nos libérateurs de la Seconde Guerre mondiale pour défendre le Groenland. C'est très compliqué. Bien évidemment. Je pense que c'est plutôt attention les gars, tu vas un peu trop loin, mais je ne suis pas sûre que ça suffira à l'empêcher sur ce sujet-là. Oui, alors justement pour dire un mot de l'Iran, enfin plus qu'un mot d'ailleurs, effectivement Donald Trump a changé d'avis, il a menacé en disant voilà on va intervenir si vous continuez à tuer. On a l'impression qu'il a... alors il donne l'excuse effectivement que le Qatar et Oman l'ont convaincu de laisser une chance à l'Iran, mais... est-ce que le président américain a fait en quelque sorte une menace qu'il savait qu'il ne pourrait pas tenir ? C'est-à-dire il a pris au mot, c'est-à-dire les mollahs qui ont dit bon, on arrête de tuer. Est-ce que voilà, c'était une façon de se tirer d'affaire ? Alors moi, je passe mon tour sur l'Iran. J'ai plein de choses à dire sur le Groenland, mais l'Iran, c'est pas ma spécialité. Ah bon. Oui, mais il faut qu'on y. Oui, mais bien sûr, il faut passer à l'Iran. Mais moi, l'Iran, c'est un dossier que je maîtrise beaucoup moins. D'accord. Bon. Le Groenland, je vois. Bon, alors, dites un mot sur le Groenland et puis. Sur le Groenland, simplement, oui, effectivement, c'est une obsession américaine. Ça date de 1848. Il est important que les Européens montrent, même si c'est très symbolique, qu'ils lâcheront pas le Groenland. Sur une intervention armée au Groenland, le problème c'est que en fait, le Groenland étant un État autonome mais sous gestion du Danemark, c'est s'attaquer à un des pays, militairement un pays membre de l'OTAN. Donc ça veut dire que l'ensemble des pays de l'OTAN doivent venir en support et en soutien et défendre militairement le Danemark contre les États-Unis. C'est ce que prévoient les accords de l'OTAN. Donc si on ne le fait pas en se disant ça n'a aucun sens, c'est pas possible, ça veut dire que l'OTAN est mort. C'est terminé, il n'y a plus d'OTAN. On le fera pas, et l'OTAN explosera. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'OTAN, c'est fini. Et là où je rejoins Roland Carroll, c'est que moi je pense que Donald Trump n'est pas empêché, peut-être pas par les Européens, mais Donald Trump est quand même dans une position très difficile. C'est-à-dire que les Américains eux-mêmes on finit par comprendre que le mec qu'il n'y avait pas la lumière à tous les étages et qu'à un moment, il va falloir que ça s'arrête. Et je pense que la solution à notre problème vis-à-vis de Trump, parce qu'on n'a pas un problème avec les États-Unis, on a un problème avec Donald Trump, et que la vraie clé et la solution pour nous tous, pour l'ensemble du monde par rapport aux excentricités de Donald Trump, ce sont les Américains eux-mêmes. Et je pense que ça va s'arrêter assez vite, parce qu'il y aura des midterms à l'automne. Je pense qu'il va passer au trapèze. Il faut voir à quel point aussi les Américains... Alors, il y a plein d'autres problèmes, l'affaire Epstein, les problèmes avec l'ICE, etc. Enfin, il y a plein d'autres choses. Et puis, toutes les promesses qu'il avait faites qui ne sont pas honorées, la problématique de l'économie qui ne va pas bien. Il avait dit aussi qu'il n'était plus question que les États-Unis entrent en conflit avec d'autres pays, qu'il n'y ait pas d'intervention militaire. Il n'arrête pas de faire des frappes, il n'arrête pas de... Donc, vous avez quand même beaucoup de déceptions, beaucoup de gens qui se posent des questions. Et il faut voir à quel point les Américains eux-mêmes se foutent de la gueule de Donald Trump. Parce que ces déclarations sur le Groenland, elles sont quand même extraordinaires. Il raconte vraiment n'importe quoi. Puis je vous rappelle aussi que s'il s'agit de défendre le Groenland par rapport à des influences chinoises ou russes, excusez-moi, mais il y a des accords entre les États-Unis et le Groenland qui datent de 1951. Il y a une base américaine au Groenland. S'il veut vraiment empêcher les Chinois... il peut défendre le territoire. Il peut en mettre 5, 6, il peut mettre 400 000 soldats au Groenland s'il veut. Rien ne l'en empêche. Donc en fait, on est dans des prétextes, mais complètement farfelus. Il y a un sondage aujourd'hui, Reuters, Ipsos aux États-Unis, qui montre qu'il y a 17% des Américains qui sont prêts à imaginer une solution militaire au Groenland.
Donc voilà. C'est pas très majoritaire. C'est quand même pas grand-chose. Non. Mais Enfin, moi je suis intéressée par votre optimisme, mais je Moi sais pas aussi, si on j'avoue. peut déjà, je sais pas si on peut déjà s'emballer à ce point, parce qu'il y a quand même beaucoup de signes assez négatifs. La façon, la chasse aux sorcières, la police, les renseignements à tous les étages. Il a mis des hommes clés à lui absolument partout. Il n'y a que le patron de la Fed qui a le courage de lui dire non. L'économie va bien, et ça, pour les Américains, c'est extrêmement important. C'est leur principal moteur. L'inflation va pas bien. L'inflation va pas si mal que ça. Le chômage va bien, la croissance va bien. Enfin, globalement, ça va quand même. On aimerait bien aller aussi bien qu'eux, en fait, et j'ai peur que ça prenne beaucoup de temps. Et sur les midterms, moi j'en sais rien, mais beaucoup de gens sont interrogatifs sur la capacité de Trump d'encaisser des midterms contre lui. Je ne sais pas ce qu'il peut nous inventer encore, mais... est-ce qu'on redit un mot de l'Iran ou non, vous voulez passer sur la question que je posais peut-être Tristan sur l'Iran, et peut-être remettre ça sur parce Moi, que... ce qui me saute aux yeux sur l'Iran, c'est le néant européen dont on parle peu. C'est à quel moment l'Iran va dire quelque chose. L'Union européenne n'a toujours pas inscrit les gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes. Et la France fait partie des pays qui s'y opposent. C'est quand même une vraie question. En France, ça a été voté, ça n'est toujours pas ratifié. Le président n'a toujours pas ratifié ce qui paraît une évidence, d'autant plus quand on voit le nombre de morts et la répression. Si ça, c'est pas du terrorisme, alors qu'est-ce que c'est ? Et puis, il y a quand même énormément de choses à faire, que ce soit au niveau diplomatique, de fermer les ambassades, de rappeler... Alors, on est le premier pays à avoir appelé le personnel non essentiel de l'ambassade de France à Téhéran, mais de fermer les ambassades... Je ne comprends pas cette timidité européenne vis-à-vis de l'Iran. Je comprends mieux, je ne dis pas que je la cautionne, je comprends mieux la non-intervention américaine de Donald Trump qui s'est fait convaincre qu'il y avait un risque de déstabilisation de la région, de flux migratoires avec des personnes peu recommandables autour qui sont aussi des partenaires à lui, en tout cas qui sont des gens avec qui il s'entend bien. Donc tout ça, je veux bien l'entendre, mais je ne comprends pas ce silence européen, je ne comprends pas cette timidité, je ne comprends pas qu'on regarde quand même une population qui se bat pour essayer d'avoir sa liberté et que... On s'en contente assez bien, finalement. Et est-ce que, Roland, vous trouvez qu'il y a un silence aussi du côté de la classe politique et peut-être du côté de la France insoumise, qui, bien sûr, condamne les manifestants, mais la France insoumise s'est beaucoup engagée dans Gaza, où le peuple a été réprimé. On peut dire qu'en Iran, c'est tout aussi atroce. Est-ce que vous avez une idée pourquoi, pour quelles raisons ? Est-ce que ce silence serait dû au fait à la détestation de Washington, allié d'Israël, du côté de la France insoumise? On connaît leur position. Je crois que l'ennemi principal de la France insoumise, c'est l'impérialisme américain, qu'on est resté au beau jour de la dénonciation de l'impérialisme américain, et que voilà, ça fait le tour de la question, et que on voit bien dans toutes les déclarations de Mélenchon sur la politique internationale combien ça reste le cœur de leur attaque. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème. Concernant la France insoumise, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème d'avoir des musulmans qui tuent d'autres musulmans, et ça ne rentre pas vraiment dans leur case idéologique, où pour eux, il y a quand même le blanc suprémaciste qui opprime le racisé, et c'est un peu leur grille de lecture assez binaire du monde. Et là, c'est plus complexe que ça. Là, on a des racisés qui tuent d'autres racisés, et donc c'est quelque chose. On le voit bien d'ailleurs. Ils disent quand même, pour certains d'entre eux, que parler de République des mollahs, c'est raciste. Donc c'est quand même, on est à un degré... Ils s'appellent la République islamique. Je ne sais pas si on est à un degré de binarité ou de bêtise. J'ai du mal à déterminer où ça se situe. Mais... si on élargit un petit peu le sujet et qu'on parle de la France en général,
On a nos 2 otages qui sont toujours, toujours à l'ambassade, qu'on Mmh. espère rapatrier. Je pense que c'est une raison essentielle de la prudence de la diplomatie française par rapport Alors à c'est ça. vrai pour ces dernières années, ça se vaut pour Récemment, les... Oui, ouais. récemment. Non, pour mais ces- par je sais- exemple, Et puis l'autre sujet, quand même, c'est que dans les révolutions, parce qu'on peut qualifier ce qui se passe là-bas de tentative de révolution, c'est une les révolutions ont fonctionné quand les armées ont basculé vers le peuple, en fait. Que ce Ouais. soit pendant la Révolution française, pendant la Révolution russe. Il faut que l'armée craque à un moment. Et là, on voit bien que le régime tient, que l'armée tient, que tout le monde tient, en fait. Et du coup, c'est vrai que condamner extrêmement fermement un régime en place aussi important que l'Iran, ça met en cause des tas de... Il y a un effet domino oui, qui est important. Et on dans a été toute la enseigné par région. l'histoire, Voilà. que ce soit... La puissance de l'Iran dans la région, peut-être aussi, explique cela. Moi, ce qui m'étonne le plus sont les féministes. Je trouve qu'elles Oui, elles alors, il y donnent en pas a- il y beaucoup en- de la voix, les féministes. il y en a malgré tout Ouais, qui mais pas parlent, mais beaucoup. je suis parfaitement Pas d'accord, beaucoup. d'autant plus que là, le régime s'en prend spécifiquement, c'est-à-dire spécifiquement, il s'en prend à tout le monde, mais jusqu'à présent, il ne tirait pas volontairement sur des femmes. Là, maintenant, c'est le cas, et c'est vrai que j'ai peu entendu les féministes. Il y en a, hein, d'ailleurs, il y en a qui organisent un rassemblement de soutien à l'Iran très bientôt. Mais quand on parlait de la France, évidemment qu'il y a nos otages, et ça, je l'entends parfaitement, mais ça fait des années que les Iraniens de France dénoncent typiquement les visas que l'on donne aux enfants des oligarques iraniens pour qu'ils viennent dépenser leurs Ouais, mais millions là, il y a des en milliers France. de morts, on n'est plus dans le même c'est- sujet. Oui, mais enfin, Des la- dizaines de milliers. la Des dizaines, répression on sait en pas. Iran, ça fait Ouais. quand même un moment qu'elle dure. Et par ailleurs, et c'est vrai que les révolutions réussissent quand l'armée rejoint l'opposition et le peuple. Après, on a un autre problème en Iran, c'est qu'il y a peu d'union finalement dans l'opposition et que tout va Il n'y a passer pas par là. d'alternative, il n'y a pas un faut chef. Alors, Il faut une union aussi. Il faut Il n'y une a pas union de chef de la Il faut qu'on rébellion. parle un peu du Rassemblement national, pardon. Stéphane, j'ai une question sur la politique étrangère n'a jamais pesé sur un scrutin présidentiel. Dans un monde qui devient dangereux et brutal, est-ce que vous pensez que les Français, enfin c'est aussi une question après pour Roland, les Français vont s'intéresser à la capacité des candidats à gérer des crises internationales? Oui, Est-ce moi, qu'ils vont regarder différemment les choses? Alors que la situation étrangère, la politique étrangère n'a jamais pesé dans un scrutin à la présidentielle. Je pense qu'on a quand même quelque part on a un précédent, c'est 2022 en fait. Vous rappelez-vous la campagne de la présidentielle. Il n'y a pas eu de campagne autour de la présidentielle en 2022 parce qu'il y avait la guerre, en L'invasion de Ukraine. l'Ukraine. Et je pense que ça a joué dans ce scrutin-là en fait. Bon, alors peut-être à la marge, j'en sais rien. Peu importe, mais là, je pense que compte tenu du contexte, oui, je pense que ça va jouer, notamment par rapport à la candidature du Rassemblement national, parce que ce qui se profile, c'est une candidature de Jordan Bardella, dans la mesure où il y a de très fortes chances que Marine Le Pen soit empêchée. Et On va en parler, ce dont je ouais. suis certain, c'est que les adversaires du Rassemblement national prendront cet argument-là et ils vont travailler cet argument-là en disant vu l'état du monde, on ne peut pas confier l'Élysée à un candidat d'une trentaine d'années qui n'a pas l'expérience pro-russe, nécessaire. Roland, ok, là-dessus, Ce sera un argument. est-ce que ça va devenir effectivement un argument? Je suis persuadé que ça sera un argument de campagne et je suis persuadé que ce n'est pas l'argument qui l'emportera. je crois que, qu'est-ce que vous voulez, le pouvoir d'achat, c'est quand même plus important pour les gens qui vont voter. Et donc, je crois décidément pas que ça sera sur des enjeux de politique étrangère que les Français vont se décider. En revanche, en effet, je suis d'accord avec l'idée que de plus en plus probablement, ça sera Bardella qui sera le poulain du Rassemblement national. On a vu les premiers jours du procès de Oui, Marine Le Pen. on en parlait. Elle a essayé, plus ou moins subtilement, de changer un peu sa ligne de défense, de dire que... elle avait entendu dire qu'il y avait eu un délit. Bon, Elle met ça sur le dos de l'Europe, qui est l'Union européenne. Elle voulait bien imaginer qu'il y avait eu un délit, mais qu'elle n'avait pas le sentiment d'en avoir commis un. Donc voilà, ça n'a pas fait avancer beaucoup le schmilblick. Mais ça a permis aux journalistes de nous expliquer qu'elle avait fait un grand pas et qu'elle s'y prenait pas si mal que ça. Bon, moi je pense que c'est quand même... le dossier est accablant pour elle. Le fond du dossier est terrible. Donc c'est très difficile pour elle de maintenir une candidature.
Je pense qu'elle le sait. Et je pense que du coup, ça rend la présidentielle beaucoup plus intéressante. Parce qu'au fond, une campagne présidentielle, c'est quelque chose de tout à fait particulier. On parle de tout. Absolument de tout. Du prix de la choucroute dans les supermarchés jusqu'aux conditions de la paix en Ukraine. Et ce jeune homme de 30 ou 31 ans, et qu'il aura à ce moment-là, il est un excellent perroquet des thèses du Rassemblement national, il les récite extrêmement bien, mais il ne brille pas par une imagination exceptionnelle sur la chose politique. Donc, affronter une campagne présidentielle, ça va être, à mon avis, plus compliqué pour lui que pour elle. Oui, mais vous dites, et là, je vous rejoins tout à fait, quand vous dites les Français sont dans le fond obsédés par leur pouvoir d'achat, Oui. vous êtes en train de dire que finalement, la situation internationale passera... Pèsera moins. Oui, Oui. Et donc il a peut-être des chances de contourner... Il a une chance de faire un gros score au premier tour. Les sondages lui promettent dans les 35 ou 36%. Le problème, c'est le passage de 35 à 50. C'est pas pour rien que le général nous avait fait un scrutin à 2 tours en nous expliquant que ça garantirait le fait qu'il faudrait que quelqu'un ait 50% des suffrages, ce qui assure la légitimité. Et bien, pour le moment, le Rassemblement national n'a pas fait la preuve qu'il pouvait passer le fameux plafond de verre. Valérie, est-ce que vous pensez qu'elle va, son changement subtil, comme dit Roland, oui, très subtil, enfin subtil au sens, Oui. je m'entends, c'est ironique, va-t-il attendrir les juges? Ou peut-il changer la position des juges en appel? Écoutez, il y a un deuxième élément qui est intervenu, c'est qu'ils ont dit qu'ils ne prendraient pas en compte une bonne partie de l'année 2016. 2016. Or, l'année 2016, c'est l'année de la fameuse loi Sapin 2, puisqu'elle est passée en décembre 2016. Et que c'est cette fameuse loi qui a eu 2 conséquences quand même. Un, de rendre l'inéligibilité des hommes politiques quasiment automatique en cas de condamnation. Et 2, d'avoir la nécessité pour le juge d'argumenter s'il ne mettait pas l'exécution provisoire. Donc, ça veut dire que, en plus de ça, ça assouplit un petit peu la position. Après, ceci étant dit, moi, je suis d'accord avec Roland pour considérer que le dossier est totalement accablant et que je ne vois pas comment Marine Le Pen échapperait à l'inéligibilité, loi Sapin 2 ou pas loi Sapin 2. Donc, si elle prend plus de 2 ans d'inéligibilité, la condamnation sera définitive et elle sera condamnée définitivement avant la présidentielle, donc elle ne pourra pas se présenter, donc on aura Jordan Bardella. Sa peine peut être réduite, elle peut être réduite, Oui, sa peine. justement. Oui, c'est 2 ans là. À 2 ans, et là, elle les a purgés, ces 2 ans. 2 ans. Ouais. Là, elle est à 5 ans. Si elle arrive à passer en dessous des 2 ans, elle pourra se présenter. Si elle n'arrive pas à passer en dessous des 2 ans, elle ne pourra pas se présenter. Mais là où donc, si on avait Jordan Bardella, je suis d'accord pour dire que le sujet numéro 1 français, c'est le pouvoir d'achat. Mais je pense que Jordan Bardella serait un candidat extrêmement faible sur le fond. Pour l'avoir beaucoup suivi pendant la campagne des européennes, c'est très compliqué parce que ça va de répéter comme un perroquet, mais quand vous êtes en débat et qu'on vous attaque, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, est-ce qu'il sera capable de tenir une campagne? Personnellement, je n'en suis pas sûre. Et l'autre chose, c'est que même si les questions internationales ne sont pas la priorité, je pense qu'elles joueront quand même. C'est-à-dire qu'à 2 candidats égaux qui vous proposent le même pouvoir d'achat, vous allez préférer quelqu'un d'un peu plus âgé, avec un peu plus d'expérience et avec un peu plus de solidité dans son analyse internationale. Et quand même, ce qui est vrai aussi, c'est que les Français sont absolument d'accord avec le fait qu'il faut aider l'Ukraine, que le RN n'est pas d'accord avec le fait qu'il faut aider l'Ukraine. Ils disent que ça ne sert à rien, que c'est va-t-en-guerre. Ils sont proches de LFI, pour ça que ce soit RN ou LFI. Oui. Et donc, mon hypothèse, alors peut-être c'est à mon tour d'être optimiste, c'est qu'on trouve quelqu'un qui... Un cheval de retour, un vieux cheval de retour? Par exemple, pourquoi pas. En tout cas, quelqu'un qui a suffisamment d'expérience de la chose internationale pour pouvoir coupler une vie pour les Français et une vie pour les protéger. Alors, au hasard, un Hollande, un Villepin... Non, mais juste, je suis d'accord que le volet international ne va pas forcément jouer. En revanche... Si, il va jouer, je dis. Oui, mais enfin, en revanche, quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire qu'à 2 candidats, les Français vont quand même se poser la question de savoir lequel tiendra tête à Trump, lequel va tenir tête Exactement. à l'international. Oui, et c'est pas rien. Et c'est vrai que quand on imagine comme ça, sur le papier, Bardella face à Trump,
C'est compliqué. Ouais, ça donne quelques vertiges. Un dernier mot. Non, mais Pour moi vous je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'en fait, ça dépendra aussi de qui est en face du candidat du évidemment. Rassemblement national. Évidemment. Donc voilà. Et donc je pense que L'hypothèse des chevaux de retour, c'est-à-dire des hommes capés qui ont dirigé le pays, est-ce que... oui, on parlait de François Hollande, on parlait de Dominique de Villepin, mais je veux dire, enfin, le problème, C'est c'est que difficile. Le Cornu se débrouille pas mal. Le Cornu, moi je pense Les à retours sont Sébastien difficiles. Lecornu. C'est quand même très compliqué à Trump imaginer. l'a fait. Hein. Sébastien Lecornu dit qu'il n'est pas d'accord, mais je pense qu'il aurait ses chances s'il voulait. Le Cornu est je tout pense à que fait Français l'aiment. possible. C'est vrai. S'il arrive à passer le budget et à tenir jusqu'en 2027, il peut être un candidat. Le- aussi. Il reste 20 secondes. 10 secondes. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit très bien ce qui se dessine du côté du Rassemblement national, mais en face, le flou est complet. Total. On ne sait pas, en fait, qui va émerger, qui va s'imposer. Ah ouais. Donc, Même au Rassemblement national, on ne sait pas en vrai. Parce qu'il y a Bon, ça encore va être deux soit l'un ou possibilités. l'autre. Hein. C'est Non. pas- On ne sait pas grand-chose sur pas grand-chose en ce moment. On ne sait pas. Les On ordonnances sait sur qu'on ne sait pas. 49.3. Oui, mais ça, on peut pas le dire, Marine sinon Le les gens Pen ou regarderaient pas Jordan l'émission. Bardella, il y a qui en face on ne sait rien. On sait que l'Iran finira par être libre. Merci, et on sait qu'on rend, comme dit Flore Simon. On rend l'antenne. Merci beaucoup, merci à vous tous, toutes, et merci à Flore Simon et à toute l'équipe technique. À très vite.